IMOTEP, ici c'est le père Ank MTOT. Soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une présentation exceptionnelle. Nous avons, je pense pour la toute première fois, quatre invités sur les plateaux. Nous avons Neferif Raotep et nous avons Kanecher Rakuti. Nous avons Jedef Raotep qui sont avec moi en compagnie sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, les sujets à présenter à pour thème exceptionnel, les relations sociales des caractères amoureuses avec les esprits. Nous rentrons dans la thématique généralement définie, ce qui est communément appelé dans le langage quotidien les maris et les femmes des nuits. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans une exploration aux confins du connu et commun vers un monde réel, cependant caché. Dans la première partie de notre présentation, nous allons présenter ces cas, cette description précise. Il en sort de ces récits qui est un récit qui peut sembler un récit de fantaisie, mais cependant il a une actualité dévastante. Vous vous en rendrez tout de suite compte quand nous rentrons dans les détails du récit. Alors, il s'agit dans les relations sociales de caractère amoureuses avec les esprits, qui peut être ici définies comme les lutins, comme les elfes, comme les sirènes, ainsi de suite. Il y a une caractéristique spéciale quand nous parlons des femmes et maris des nuits. Dans la littérature des trottoirs, c'est-à-dire la littérature de la rue, elle est présentée d'une certaine manière, mais il y a peu de personnes qui ont été en mesure d'offrir un cadre explicatif, un cadre analytique de la situation, du cadre pour en fait augmenter la compréhension de ce que cela signifie, ce que cela engage, ce que cela représente. Tout ceci naît d'une conception de la vie selon laquelle les êtres humains sont les seuls à vivre sur Terre. En réalité, nous condivisons nos maisons, nos espaces en commun qui ne sont que des bandes de fréquences avec différentes réalités, ce que nous appelons relativement les réalités non inorganiques, non organiques. Alors, dans cette interaction-là, il peut se passer beaucoup de choses. Dans ces interactions-là, il y a des zones de confins, des zones de rencontres. Tout simplement, je vais l'expliquer ici en termes raciaux, c'est-à-dire, du point de vue racial, nous pouvons dire que nous avons les blancs et les noirs. Okay? Et les blancs vivent dans leur monde, les noirs vivent dans leur monde. Mais ils peuvent se rencontrer et se marier. Okay? Sur les mêmes points. Comme nous avons le monde entre les blancs et les noirs différenciés en distance, valie à kilomètres, hectares, ainsi de suite. La relation à niveau avec les esprits a aussi une mesure. La mesure, c'est les fréquences. C'est-à-dire, en se retrouvant à certains paramètres de fréquence, il y a interaction, donc capacité des relations, des mariages, des copinages, et ainsi de suite. Ce que je dis ici, vous le retrouvez par exemple au niveau de la littérature chrétienne, quand on dit dans la Bible de l'Ancien Testament qu'à un moment donné, les dieux sont tombés amoureux des filles de la terre. Ils sont descendus, ils ont fécondé les filles de la terre et avec eux, ils ont donné des enfants qui ont été les héros du monde antique. Vous trouvez aussi dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, où on dit « Au réunion où participaient les Elohim ou les archanges, les femmes devaient se présenter couverts jusqu'au chevet. Les cheveux des femmes devaient être recouverts parce que les cheveux, spécialement les cheveux des femmes, excitaient ces êtres-là. Et que quand vous les ratez, quand ces êtres-là avaient été excités
par les femmes, eh bien, il y avait un certain danger qu'on pouvait courir. Alors, nous avons cette situation-là qui est bien connue de la littérature dans le monde copte, devenu à tort un monde arabe, musulman. Et il y a aussi, par exemple, pourquoi l'exigence de burqa et une certaine tenue. Tout simplement, il existe un rapport entre ces deux mondes-là. Les génies peuvent rentrer dans les vies, ça nous parlons ici des génies, des litins, mais donnons un nom général, nous allons appeler génie en tant qu'intelligence, peuvent rentrer dans les vies des personnes à travers plusieurs manières. Je vais ici citer des manières. La première manière, c'est à travers la sorcellerie, où les sorciers imposent la génie dans les génies masculins ou féminins, c'est-à-dire nous avons là un cas célèbre, mari de nuit ou femme de nuit, mais ici nous avons affaire avec une vente, c'est-à-dire une personne peut être vendue. En utilisant les arts de la sorcellerie, un homme est vendu à une femme, un génie. Il devient donc cet homme-là à une femme de nuit. Ou une femme peut être vendue à un génie, ça devient donc son mari de nuit. Un autre cas est celui, par exemple, quand on expose sa nudité. En exposant sa nudité, on est inconscient du fait que l'environnement dans lequel nous interagissons avec différents êtres. Et ces êtres-là, parce qu'il s'agit des ex-humains, nous partageons ce qu'on appelle une compatibilité sur les plans sexuels. Cette compatibilité sur les plans sexuels fait que ces êtres-là peuvent tomber amoureux. C'est-à-dire les génies masculins sont excités par la nudité féminine, tout comme les génies féminins sont excités par la nudité masculine. Donc l'exposition du propre corps est aussi une des raisons pour laquelle nous avons ces contaminations et comment ils peuvent arriver. Comme je disais, quand on se déshabille disons, la nudité, en fait, quand elle est pratiquée selon certains paramètres non régulés, il peut provoquer, en fait, inviter les génies à rentrer dans notre vie. Alors, généralement, nous avons la situation pour laquelle les génies masculins sont attirés par les femmes humaines et les génies femmes sont attirés par les humains. Ok, et les cas de l'homosexualité est relativement très bas parmi, et mais cependant il peut exister des cas d'homosexualité entre hommes et génies. Entre et dans le monde des génies, cela n'est pas praticable. Mais dans les rapports entre les hommes et les génies, nous retrouvons avec ces situations-là. Comment? Quand généralement on va chercher à des choses dans leur monde, quand on veut maintenant de la part d'un homme établir, par exemple, qui vont à la recherche de l'argent, à la recherche du pouvoir, à la recherche du succès, en ces moments-là, par rapport à des réquisites bien donnés, parce que pour avoir cette relation-là, il faut passer par un sorcier ou un magicien. Les magiciens maintenant peuvent imposer une relation de nature homosexuelle avec les génies. Mais hors de cette situation-là, cela n'est pas possible. Cela n'est pas pratique dans leur vie. Il s'agit en réalité d'un monde qui vit à côté de notre monde. Alors, comment cela se manifeste-t-il? Cela se manifeste par les rêves érotiques. Les gens qui ont des relations avec les génies, un génie défini comme ensemble. Dans le mot génie, nous avons les sirènes, nous avons les lutins, nous avons les elfes, et nous avons différents genres d'êtres. Nous rentrons aussi dans cette thématique. Il y a aussi les Elohim, nous avons aussi les Chitauri qui se masquent, ou les djinns, les djinns, les êtres des fées qui se manifestent de la même manière. Alors, les personnes font souvent des rêves érotiques. Et ces rêves érotiques sont très fréquents. Alors, dans la normalité sexuelle dans la vie des hommes, il y a une recommandation du point de vue de la santé qui va qu'on a des rapports une fois chaque 10 jours, en général dans les normes de la santé telles prévues par la tradition spirituelle. Mais quand on a affaire avec des génies, eh bien cela est très élevé. Généralement, dans ces cas-là, les femmes,
comment cela se manifeste. Quand les génies arrivent, s'approchent de soi, on est bloqué, on n'arrive pas à bouger. Il y a toujours un rapport avec un seul génie. Le génie ne s'échange pas, c'est-à-dire quand un homme ou une femme avait été choisi par un homme génie ou une femme génie, le rapport devient constant. Dans le monde des humains, nous avons, pour établir les rapports, on a les cérémonies, c'est-à-dire il y a un mariage qui est célébré et ainsi de suite. Mais quand on rentre dans le monde des génies, en fait, il n'y a pas de mariage. Et qu'est-ce que cela signifie? Quand vous avez été avec un génie vous avez eu un rapport fréquent avec un génie, eh bien c'est là, dans le monde des génies, est un mariage. Et à ce moment-là, les génies s'imposent dans la vie de l'autre personne. Et des natures, les génies sont très 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 jaloux. C'est à ces moments-là que les complications arrivent. Parce que les jaloux, deux fois, les génies peuvent accepter un rapport à trois. Ok? Mais avec des situations déjà, des crises de jalousie toujours, et dans d'autres cas, ils n'acceptent pas du tout. C'est dans ces problématiques, dans ces points-là que les problèmes commencent. Je ne sais pas, Jedef, posez-vous une question? Oui, donc, lorsque le génie se manifeste dans le rêve, est-ce qu'il peut changer d'apparence? Et le génie n'a pas de forme généralement, ok? Et spécialement dans les cas, c'est différent. Quand c'est un génie masculin, ok, et qui a un rapport avec une femme humaine, eh bien, il y a une figure constante, permanente, ok. Mais par contre, si les génies, c'est-à-dire si c'est des rapports entre un homme humain et une génie, maintenant, les génies a la capacité, la femme génie tend à satisfaire l'imagination de l'homme. Alors, par exemple, il prend la forme de la femme que tu désires et il se présente comme ça en toi. Il y a ces cas-là où, par exemple, on a des rapports ou des circonstances avec une femme et puis ça change. C'est toujours par rapport à l'époque. Par exemple, et on a une fille qu'on aime bien, et bien le génie va prendre la figure de cette fille-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Durant la journée, ok, quand tu rencontres avec cette fille-là, vous parlez, c'est difficile. Ok, vous arrivez facilement à vous disputer des choses pareilles. Mais étrangement, quand tu vas dormir la nuit, vous vous rencontrez, il n'y a pas de problème. Vous vous parlez tranquillement. Il s'est né ce genre de conflit. La journée, quand vous vous rencontrez personnellement, où la fille ne te supporte pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'entité est toujours à côté de toi. Okay? Et quand l'entité se retrouve devant cette fille-là, elle va agresser la fille. Okay? Mais la fille ne sait pas voir qu'il y a quelque chose qui l'agresse. Et donc, elle va interpréter cette agression-là comme venant de ta part. Okay? Et toi, voyant la fille réagir à ton agression, tu vas te sentir gêné et tu vas te retirer. De cette manière-là, il se crée une situation pour laquelle, okay, et la journée, on a la personne, on n'a pas un bon rapport, on se dispute facilement et on se querelle facilement et on ne se comprend pas. Mais la nuit, dans ton rêve, par contre, il y a un très 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 bon rapport. Ça, c'est comme ça que le génie féminin agit. Et il fait vraiment ce qu'on appelle l'herbe brûlée autour de la personne où il lui a été donné, où lui a été vendu, où lui a été imposé, ou tout simplement qu'il l'a séduit. Donc il y a ces rapports-là qui se créent. Contrairement dans le cas de l'homme, l'homme impose une figure. L'homme n'a pas tendance à changer de figure, mais il s'impose, mais généralement son figure n'est pas visible. Dans certains cas. Ça, ce sont des cas où, par exemple, comme je disais, tu as été vendu au djinn, à l'esprit, où il t'a été imposé, ok, ces mariages-là, pour punition, il y a d'autres cas où la personne va, c'est-à-dire c'est comme aujourd'hui, on dit je vais aller me marier avec une chinoise ou une coréenne. Il y a des personnes qui disent écoute, moi je vais marier un djinn.
Alors, dans ces moments-là, oui, c'est fréquent, c'est très fréquent. Là, moi, je vais me marier avec un djinn, je ne vais pas un humain, je vais un djinn. Alors, il y a toute une pratique qui est faite jusqu'aux rencontres du monde de djinn. On te présente une djinn et tu choisis laquelle tu veux. Il y a un mariage, c'est-à-dire, il n'y a pas une célébration de mariage, mais il y a une cohabitation. En ces moments-là, vous vous connaissez. C'est-à-dire, à ce moment, le djinn n'a pas besoin de prendre notre figure, il ne se cache pas, tu la vois pour ce qu'elle est. Là, c'est-à-dire, il y a ce phénomène où il est fait consciemment, ou elle est fait inconsciemment. Alors, et nous allons continuer. Je disais, deux fois, les djinns acceptent. On peut avoir un compagnon djinn, ok? Et puis les compagnons djinn, dans le cas de l'homme et de la femme, peut accepter quand l'autre a une autre femme. Ok? Il peut l'accepter, il y a un rapport à trois. Alors, ou des fois, il ne l'a pas accepté du tout. Alors, ça c'est quelque chose qui est fréquent. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe généralement? Spécialement quand on a un enfant avec les djinns. Ok? Et il y a des situations dans ces cas-là. Alors, très intéressant. La première situation est que la femme humaine a un mari djinn, un compagnon djinn. Ok? Ils vont tomber enceinte du compagnon djinn. Ok? Et les enfants vont naître sur notre monde. Ce sont des enfants qui sont plus humains et moins djinn. Ils naissent sur notre monde. Okay? Et dans l'Antiquité, ils ont été appelés les zéros, les néphilim, les moitiés humains, moitié indiens. On les appelle des génies parce qu'ils sont des génies, ils sont très 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 intelligents. Ce sont des enfants qui naissent avec une intelligence redoutable ou avec des forces redoutables. Cela n'est toujours pas, nous devons comprendre cela, nous sommes en train de faire une étude, ce n'est pas toujours négatif. Et par exemple, les héros redoutables, comme quand on regarde l'histoire de notre ancêtre Shaka Zulu, on sait que Shaka Zulu, quand il naît, les notables de la cour du Senzangakona disent à Senzangakona, qui était le père, que ce n'est pas ton fils. Ok? Qu'est-ce qu'on voulait pour dire par là? C'est l'enfant des djinns. Ok? On a l'histoire avec Sumanguru Kante, ok? Qui lui aussi était toujours le fils des rois. Alors on peut voir la tendance, ils sont toujours à créer dans les lignées royales ou très spéciales, c'est là où on a ces genres des manifestations. Donc là nous avons affaire avec des enfants humains qui sont des parties djinns. Okay? Ils peuvent agir. Maintenant dans ces cas-là, il se peut que leur partie humaine domine. Okay? Ce sont des personnes, des génies du bien, qui font du bien aux personnes. Comme aussi, nous avons aussi les génies du mal. Des gens qui utilisent leur intelligence pour faire du mal aux gens, tuer, créer des armes, des choses pareilles. Ce sont des personnes, dans les cas, qui sont toujours très, très intelligents. Mais dans leur cas, la partie génie domine la partie humaine. Ok. Dans l'autre cas, plutôt, nous avons dans les cas où l'homme est humain et la femme est génie. Maintenant, dans ces cas-là, il y a des enfants qui naissent, ces enfants sont toujours dans tous les deux cas, sont toujours à cheval entre notre monde, entre les deux mondes. Même quand la maman est humaine, l'enfant est toujours à cheval entre les deux mondes. Il peut interagir comme humain ou comme génie. Mais dans les cas, la maman humaine, ils ont un corps physique. Maintenant, dans les cas contraires, quand la maman n'est pas humaine, quand la maman est génie et que c'est le papa qui est humain, ces enfants-là maintenant ont aussi la capacité d'interagir avec les mondes des humains, les mondes des génies, mais ils sont des gens invisibles. Ce sont invisibles qui se promènent autour de vous. Ils ont une compatibilité génétique en termes de sang qui coule dans l'air. C'est-à-dire qu'ils ont des cousins humains, des oncles, des tantes, des cousines humains avec lesquels ils peuvent interagir. Ok, on rentre dans la démanique, on rentre généralement dans la thématique des amis invisibles de l'enfance. Généralement, c'est un cousin, dans la plus de 60% des cas de l'étude, c'est un cousin, un neveu, un œuf qu'on pense que c'est un fantasme. Même des fois, même quand on pense que ce sont des fantasmes, on a que c'est un fantasme. Non, en réalité, quand c'est un fantasme qui vient, qui répare, en réalité, c'est un cousin qui est quelqu'un dans le monde des génies avec lequel on a un lien de sang qui peut se manifester de cette manière-là. Alors, ça, on a parlé de cette condition sociale qui s'impose dans cette situation-là. Alors, on a parlé du mariage. Et les djinns n'ont pas besoin de cérémonies. Et l'effet d'avoir été ensemble crée déjà cette situation-là qui est acceptée dans la société. Dans la société djinn, dans les sociétés des djinns, des génies, il est accepté comme ça. Alors, nous avons parlé aussi des cas des enfants.
Quand on a déjà des enfants avec des djinns, c'est-à-dire ce sont des cas qui deviennent très dangereux, spécialement quand on est une maman humaine et qu'on a des enfants qu'on appelle les enfants de la nuit, les enfants dans les mondes des djinns, les traitements est très difficile parce qu'il y a les liens maternels. Il y a les liens maternels qui interviennent et les liens maternels est très 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 difficile à dissoudre. Du point de vue de l'éthique, ça n'a rien d'excessif, juste on est à la frontière des connaissances. Et ça n'a rien de négatif en soi, mais seulement on a un enfant qui est djinn, qui n'est pas humain comme tout le monde. Alors, quand cela s'applique au cas des femmes, qu'est-ce qui se passe? Quand dans un mariage, nous nous retrouvons avec un djinn et la femme développe de la répulsion vers l'homme. Okay? Il ne supporte pas l'homme. Dans les cas des relations sexuelles, les relations sexuelles ne sont plus satisfaisantes pour la femme. Elle a tendance à devenir dégoûtante. Et l'homme, dans ces cas-là, doit pratiquement insister ou pratiquement arriver à la violence physique contre la femme dans le cas des relations sexuelles. Alors, dans ces cas-là, il y a la présence de génie qui s'est insérée. Elle peut être consciente ou être inconsciente. Mais ce qui se passe dans le monde onirique, c'est dont la femme est consciente et qu'elle a un monde onirique vraiment très développé, où elle voyage, où elle vit. Il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne à travers des voyages. C'est-à-dire, en ce moment-là, les djinns sont en train de gagner la femme. C'est-à-dire, comme on dit, il est en train de faire la cour à la femme. C'est-à-dire, pendant la vie onirique, elle apprend, elle apporte, voyager, elle fait voir des choses. Et comme réaction, la femme développe une forme de réticence, de refus, de dégoût. Hein, et on commence à penser à divorcer et vers la femme. Et ceci va apporter jusqu'à ce qu'il y aura rupture de mariage. Et à ce moment-là, le mariage avec les djinns devient officialisé. Cela aussi est pratique chez cette présence aussi, ou cette thématique est beaucoup présente quand nous voyons des femmes qui arrivent déjà à l'état très élevé sans avoir des relations sexuelles. En réalité, ces femmes justifient cela par des circonstances, croyances religieuses. Mais en réalité, ils ont une vie honorique, érotique très développée, mais refusent tout contact avec les êtres, avec les garçons humains. C'est-à-dire, pour une raison ou une autre, ils repoussent, ils trouvent que c'est pas intéressant, ils sont pas intéressants, ils sont dégoûtants, je n'ai pas trouvé un qui m'intéresse. Mais en réalité, dans sa vie honorique, elle a une vie honorique, érotique très 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 développée. Dans ces cas-là, ce sont un des cas les plus difficiles, parce que elle reconnaît, la fille s'associe facilement à ce monde et cela se développe. Et maintenant, elle garde la virginité pendant très 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 longtemps. Elle garde cette virginité parce qu'elle n'apprend plus à réjouir dans ce monde ici. Elle réjouit dans un autre monde. Et dans ces cas-là, quand par exemple la femme maintenant se retrouve à devoir être mariée, ou les djinns se rebellent, revendique ses droits, il tue les maris, les prétendants, ou il effraie, okay? Ou il les tue. On a toujours entendu parler des cas des hommes et des femmes, une fois qu'il a épousé un mari, le mari il est mort. Il a épousé un autre, le mari il est mort. Ça, c'est le djinn qui intervient. Et dans d'autres cas, les djinns laissent arriver les mariages, okay? Mais seulement, il ne va pas vous permettre d'avoir des enfants. Ça devient difficile de concevoir. Très difficile de concevoir. Il y a toute une thématique qui rentre où il utilise plusieurs moyens pour empêcher de concevoir. Il y a ça c'est une thématique énorme dans ces points-là. Je ne sais pas si jusque-là nous avons des questions. Ok. Qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort de cette étude qu'il existe un monde de milliers. Un monde dont tout le monde est inconscient. La plupart des gens sont inconscients. Cette connaissance a été retirée du monde. Elle a été là. Elle a été retirée du monde et remplacée par ce qu'on appelle la littérature ésotériste, occultiste, qui raconte une marée de sottises. Où les gens vont commencer à expérimenter, à invoquer des balles, invoquer des kaboules, mettre un peu des trucs, tout ça. Ça,
c'est assez ridicule parce que on ne peut pas être loin de la réalité que ça. La réalité est que nous ne sommes pas seuls. Et quand je dis que nous ne sommes pas seuls, je ne suis pas en train de parler des visiteurs qui viennent de notre planète, de Mars, qui prennent des vaisseaux pour voler. Cela existe aussi. Mais cela ne nous intéresse pas et nous impacte pas parce qu'ils doivent venir de loin. Et même quand on dit loin, ce n'est pas en termes de distance, en termes de fréquence. C'est-à-dire, ces gens, ces êtres qui sont sur un autre plan, ils n'ont pas besoin de voyager. Ça, c'est figuratif. Ils n'ont besoin que de changer de fréquence pour se trouver dans notre réalité. Et ils sont dans notre réalité chaque jour. Ils nous affectent. Et il est important à prendre, à gérer ce genre de situation, à reconnaître ce genre de situation, à savoir dans quelle situation et dans quel pétron on peut se retrouver dans ça. Alors, il existe des néphilim dont nous allons parler ici. Et deux fois, nous avons connu des cas où des parents ont pris leurs propres enfants comme femmes de nuit. Ok? Ou leurs nièces, ou des choses pareilles qu'on entend par la littérature. Qu'est-ce qui se passe dans là? Il se passe que les parents qui, lui, utilisent la sorcellerie sur leurs propres enfants, parce que la sorcellerie, c'est un atout des génies, c'est un arme des génies, c'est de la technologie des génies. Et les papas qui fait ça, ou l'oncle qui fait ça, ou la maman qui fait ça, c'est parce qu'en réalité, lui-même est l'enfant dont on a parlé, le néphilim. C'est-à-dire, quand un néphilim naît, il a une partie, admettons les néphilim qui naissent des papas génies et des mamans humains, ils naissent sur le plan physique. Ils ont une partie humaine, ils ont une partie génie. Alors, là aussi, on joue sur les proportions. La partie génie peut dominer ou la partie humaine peut dominer. Mais ces personnes-là ont accès à ces mondes-là. Comment un papa devient un mari de nuit à sa propre fille, ou à sa nièce, ou aux petites sœurs de sa femme, ou comment une mère devient la femme de nuit à son neveu, ce genre de choses, parce qu'en ce moment-là, c'est leur partie génie qui est en train d'agir. En fait, il ne le fait jamais physiquement. Il le fait toujours, comme on dit, comme mari de nuit, c'est-à-dire en interagissant sur une interface non organique. C'est la partie génie qui crée cette situation-là. Et donc là, nous avons ce qu'on appelle, nous avons décrit un peu ces phénomènes des interactions sociales entre les mondes organiques et les mondes inorganiques, en référence sur les relations sociales des gens amoureux qui sont défini comme femme de nuit et mari de nuit. Et c'est une littérature importante qui en découle dessus. Parce que généralement, les hommes sont effrayés de dire, écoute, ma femme a couché avec quelqu'un d'autre, ceci n'est pas mon fils, ceci n'est pas mon fils. Non, ta femme ne peut avoir couché avec personne d'autre, mais peut avoir eu des rapports avec un djinn et avoir un enfant qui n'est pas le tien, qui est l'enfant d'un djinn. Dans l'ancien monde, ce genre de choses étaient très connues. Je vais citer un exemple. Quand on rentre dans la Bible, dans la naissance de Noé, okay? Quand Noé naît, il est écrit que les parents de Noé disent, mais ça, c'est pas un de nôtres, c'est un de leurs. Tu vois, on regarde l'enfant, on dit, non, non, ça, c'est pas un de nôtres. C'est un de leurs, parce qu'on connaissait très bien. On savait comment les identifier. Je prends ça, je mets ça encore dans le cas, par exemple, de notre ancêtre Shaka Zulu. Quand il naît, les ancêtres disent en Sanza Makona, c'est pas ton fils. Mais Sanza Makona a dit, mais écoute, j'ai marié la femme, qu'est-ce que j'ai dit là? De toute façon, on t'a dit que c'est pas ton fils. Je dis, et la positivité de l'année, par exemple, Shaka Zulu, c'est un des grands héros. C'est-à-dire, s'il n'était pas là, on serait mort. Mais ces génies-là est né de cette relation-là. Et donc, il est nécessaire, sachant cela, il faut savoir un modèle de comportement
qui nous mettent à l'abri de telles situations. Alors, je pense que c'est ceux qui sont appelés les néphilines. Hein. Dans la littérature, on n'a pas de néphilines. La littérature biblique, elle veut les limiter à un épisode, un seul épisode. C'est-à-dire, il y a un temps où les anges ont aimé les enfants d'Éther, ils sont venus, ils ont fait des enfants avec qui nous avons Yakil, nous avons Yétor, hein, et puis ils sont tous nés en Occident, et puis il n'y a plus rien. En réalité, c'est un phénomène qui intervient chaque jour, parce qu'elle intervient chaque jour, parce qu'il y a un rapport continu. Maintenant, les points se trouvent sur un versant. C'est comme une femme dont les parents décident de la faire marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas de force. On la prend, on la fait marier, elle va là. La femme qui est mariée par un homme qu'elle n'aime pas, c'est à la limite de l'esclavage. Tu vois, c'est à la limite de l'esclavage parce que rien que de ce que l'homme va te faire, tu vas aimer. Ou rien qu'elle te demandera de faire pour lui, tu vas aimer faire. C'est de l'esclavage. Et comme il y a des cas de mariage normal, la même situation s'impose. C'est-à-dire, il y a des cas où on est généralement dans les traitements, quand les personnes qui viennent au traitement, c'est les personnes qui ont été vendues au génie. Ok, c'est un petit garçon qui peut être vendu à un génie et le génie te fait grandir. Quand il arrive à la majorité, il devient son mari. Ou une fille peut être vendue à un génie et le génie te fait grandir. Quand il arrive à l'état, tu deviens sa femme. Alors là, nous avons affaire à de l'esclavage. Et si c'est contraint, parce que c'est un par action de la sorcellerie, okay, il est contraint à ces mariages-là. Et le génie, maintenant, vu qu'il est contraint, il va te faire souffrir. Il va te faire... C'est-à-dire, vous deux, vous avez été contraints. Mais entre vous deux qui êtes contraints, lui, c'est lui qui a les pouvoirs. Alors, il va se venger sur toi. Il va te faire souffrir. Ça, ce sont des situations qui portent à des gros problèmes. Alors, et dans d'autres cas, il y a des gens qui volontairement, qui ont décidé de marier des génies, qu'il s'agisse d'une sirène, d'une elfe, d'un lutin ou d'un djinn. Ce sont des choses qui sont complètement, disons, qui arrivent. Et c'est un peu ça, nous avons dans le cas des récits, c'est ici, par ici que nous concluons cet exposé. Nous passons à la deuxième partie qui intéresse les questions. On entend des questions patiemment. Mais en fait, quand on explique ça, c'est comme si on parlait du point de vue, ça peut commencer sans que l'individu est conscient, mais on parle de manière que l'individu devient conscient. Oui, on développe cette conscience-là, consciente inconscience. Pourquoi? Parce que les cours d'éducation, on dit ça c'est le monde des rêves. Hein? Bah, je rêve, dans mes rêves je suis libre, je peux faire ce que je veux. Mais les rêves c'est une autre réalité. Alors la personne ne dit pas que j'ai un mari de nuit, mais la personne est consciente que dans ses rêveries, il y a quelqu'un qu'il rencontre, qui font des choses même. C'est juste de la rêverie quoi. Mais en réalité c'est pas de la rêverie, c'est une réalité alternative. Et c'est bizarre aussi parce qu'on se demande, beaucoup de personnes se demanderaient, mais moi j'ai rien fait, comment j'ai fait à tirer de cette situation-là? Comme je dis deux cas. Première, quand tu as été vendu. Ok? Tu as été vendu par tes parents, on t'a été vendu en esclavage. Tu as été vendu. Comme on dit, marié par force. Mais est-ce que ça peut aussi être que si par exemple tes parents ont été vendus, ça peut continuer de génération en génération? Oui, c'est possible. Si tes parents ont été vendus, c'est-à-dire toi tu es déjà à la limite un néphiline. Si tes parents ont été vendus, tu es un néphiline, tu es à moitié, ça dépend. Généralement, si tu as été vendu, c'est-à-dire c'est ta maman qui a été vendue. Parce que si c'est ton papa qui a été vendu, tu ne serais pas présent dans ce monde ici. Alors si tu es présent dans ce monde ici, c'est parce que c'est ta maman qui a été vendue, donc tu es moitié humain, moitié néphiline. Alors, qu'est-ce qui fait? Dans ces cas-là, on peut aussi te placer, trouver un mariage avec une autre moitié néphiline pour avoir des enfants néphiline pleins. Ça, ce sont ce qu'on appelle des arrangements sociaux qui veulent de l'eugénisme à la limite. Et dans l'autre cas, c'est par exemple parce que tu as été séduit ou tu as séduit de manière inconsciente les génies en exposant ta nudité. Alors, les génies, comme
il peut être attiré par ta dignité et venir vers toi, commencer à te parler dans l'oreille, mais pour toi, ça sera seulement de l'imagination. Tu dis, bon, ce sont mes rêveries, je rêve qu'il y a un homme qui vient sur un cheval, il me fait des bijoux plus loin, il me fait coucou, moi dans mon rêve, j'y pense, et puis je viens, je réponds. Et toi, quand tu penses que c'est de la rêverie, c'est de l'imagination, mais ce n'est pas de l'imagination, c'est ce qui est en train de se passer réellement. Alors, dans le cas de la femme, vous avez un homme qui vient. Dans les cas contraires, maintenant, quand le génie se présente, le génie prend la forme des filles que tu aimes, à qui tu n'arrives pas à aller vers, quoi, tu vois. Toutes ces filles que tu rêves de la tête, et lui, maintenant, il va satisfaire cette curiosité-là, en prenant la forme de ces femmes-là. Et toi, tu vas penser que, ok, c'est juste de la pensée, mais tu en trais plaisir, et par contre, ce plaisir-là que tu as trait est un accord, un mariage, en bonne et due forme. Bon, c'est vrai que dans les sociétés antiques, le mariage, c'était déjà avec la consommation. Exactement. Quand il y avait un accord, il n'y avait pas célébration. Quand il y avait un accord, il y avait d'office cet élément-là. Ça, c'est le seul élément qui distingue notre organisation sociétaire à la l'air. Mais aussi, je sais pas, j'ai pas envie de garder le micro pour moi-même, mais en même temps, je me pose la question, c'est que c'est tellement très délicat aussi parce que les jeunes, par exemple, pendant la puberté, la plupart du temps, les jeunes qui commencent à avoir une sexualité qui se réveille en eux, ils ont beaucoup de rêves érotiques, entre guillemets. Mais là, c'est justement parce que c'est des hormones qu'ils ont pour la première fois et qu'ils ne savent pas comment les orienter et tout. Et donc, ça veut dire qu'eux aussi, d'un point de vue, peuvent être vulnérables. Absolument, mais justement, quand on rentre en puberté, c'est cet âge-là où on a beaucoup des énergies, ces énergies commencent à naître. C'est comme une manque mûre, les mouches accourent. C'est normal quand tu es de la puberté qu'il y ait les esprits rôdent autour de toi. C'est normal. Et il y a cette fantaisie sexuelle qui naît, qui porte, qui développe ses fruits en à cette pratique reconnue de la masturbation, qui naît en fait, qui est notre développement de la même situation. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres comportements qui les attirent aussi? Et comme je dis, un des éléments la plus flagrant, c'est ils sont attirés par la nudité, ok. Et puis un deuxième point, ils sont attirés par les comportements sociaux de une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire quand on a tendance à satisfaire les besoins des autres, c'est-à-dire quand on a tendance à faire pour les autres ce qu'on ne ferait pas pour soi, quand on veut plaire aux autres. Quand on est là à faire des choses qui plaisent aux autres, on est là à se sacrifier pour les autres. Mais ce sont des sacrifices que tu ne ferais jamais pour toi-même, quoi. Alors, cette habitude-là, ces comportements-là aussi est très, très, très captivant pour les djinns. En fait, c'est quelque chose qui les attrait de manière consistante vers les humains. Ouais. Et maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour s'en débarrasser? Oui, la chose la plus importante, en premier point, c'est celui de comprendre que tout cela existe, connaître ce monde-là. La compréhension est plus importante. Quand on comprend les choses, on sait bien les appréhender. Quand on ne comprend pas les choses, c'est à ce moment-là qu'il y a des margoulins qui rentrent, des faux guérisseurs qui se mettent. Et dans ces domaines-là, nous connaissons des guérisseurs de toutes les sortes qui font faire des choses. Je reçois des appels chaque jour de gens qui sont allés pour les problèmes de mari, des nuits, femmes de nuit, voir tel guérisseur, tel autre, engagé dans des pratiques étranges. Que quand on demande à ce guérisseur, explique ce qu'il est en train de faire, il ne sait même pas lui-même te guérir, t'expliquer. Alors, c'est pourquoi dans l'académie, on encourage la compréhension. C'est-à-dire, avant de pouvoir faire quelque chose, c'est comme quand on a une opération, non? On ne se fait pas opérer par les médecins comme ça. On veut comprendre ce dont on a besoin. Non, explique-moi. Très bien. Et si le médecin n'est pas en mesure de vous expliquer, vous ne vous faites pas opérer, c'est pas comme ça. Quand un médecin se prend devant vous, dit, écoute, j'ai mal au ventre, tu dis, prends ça, tu dis, c'est quoi?
Il ne sait pas te dire, tu ne prends pas cela. Quand il ne sait pas te dire ce dont tu as besoin, alors, et c'est pourquoi nous encourageons dans un premier temps comprendre. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Justement, les personnes qui sont venues vers vous, c'est qu'ils ont déjà compris, maintenant ils cherchent à résoudre. Non, ils n'ont pas compris. Ils sont dans les malaises. Ils sentent quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Alors, et quand on vient, on explique, on porte la personne à comprendre exactement de quoi il s'agit et de décider qu'est-ce qu'il veut faire avec. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, est-ce que je peux entrer quelques avantages? À ma place, je te dis oui, tu peux entrer quelques avantages, oui. Oui, ouais, écoute, tu es dans un mariage inconscient avec un être inorganique. Alors, c'est comme dans tout mariage, si ton mari a une voiture, tu peux la conduire. Et si tu es un homme, ta femme a une grande maison, tu peux aller y vivre. Alors, ça, une personne me vient vers moi et dit, mais écoute, moi je suis comme ça. Je dis, écoute, je te mets les avantages en ligne. Si tu veux les avantages gérants, il faut devenir conscient. Il y a des avantages que tu peux courir, mais c'est pourquoi je parle de la connaissance. Il faut connaître exactement cela. Et le désavantage, il y en a beaucoup aussi. Comment? Il y a certainement beaucoup de désavantages aussi. Et quand tu as été vendu en esclavage, oui. Ça, c'est un point. C'est-à-dire, quand tu as été vendu en esclavage, et quand tu as été mis là par acte de la sorcellerie, ou quand le génie a utilisé le fait que tu ne sais, parce que le génie sait que toi, tu ne sais pas qu'il est là. Ok? Il sait que quand il va s'intromettre dans ta vie, toi, tu vas penser que tu es en train de rêver. Alors, il utilise ça. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui t'apporte un papier et puis il signe ici. Toi, tu signes et puis il sort. Oui, c'est les certificats de mariage. On est marié, t'as signé. Tu vois, ça, c'est de la rise. Et c'est là où on est plus intéressé à apporter de la connaissance dessus. Mais le fait de prendre conscience, c'est pas seulement le fait d'écouter tout ce qu'on vient d'écouter. Ça se résume pas à ça. Ça, c'est un premier point. Écouter et puis maintenant développer. Et nous sommes en train de travailler sur un livre qui va sortir, je pense, par le mois de décembre ou le mois de janvier de l'année prochaine, qui traite de la problématique, c'est-à-dire dans le domaine de la médecine de l'esprit, où nous parlons des possessions, nous parlons des contrats de mariage avec le monde inorganique, nous parlons de tout ce qui est dans les traitements. C'est déjà quelque chose qui peut permettre maintenant aux gens de savoir exactement de quoi il s'agit, comprendre et savoir quand ça se vérifie, soit pour soi-même, soit pour les enfants, et surtout savoir comment les éviter. D'accord, mais ça sort seulement au mois de décembre, c'est ça? Ouais, les livres, les cours, ils sont là, on fait les émissions chaque fois, mais les livres, il faut l'écrire, il faut la corriger, tout ça. Mais maintenant, alors actuellement, qu'est-ce que tu conseilles alors aux gens qui sont victimes de ça? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller déjà pour cette nuit, je sais pas, pour les nuits à venir? Alors, pour ceux qui sont victimes de ça, ou qui pensent, parce qu'il y a, on ne peut pas de soi-même dire, écoute, c'est ça, c'est ça. À ceux qui pensent être victimes de ça, je demande de nous contacter. Et les contacts sont connus. C'est WhatsApp, nous avons les 0044 77 363 0959 ou bien écrire sur l'adresse mail culture-noire-kémétique@gmail.com. Et bon, nous allons faire une consultation et déterminer la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, où c'est une relation qui a commencé il y a très peu, ou bien c'est une relation mature, avec enfant par exemple. Ok? Ouais, il y a des cas où j'ai été très récemment, il y a des cas avec des enfants. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui devient nouveau. C'est comme entre humains, vous avez un mariage, vous n'entendez pas, vous laissez gauche-droite, chacun va chez soi, c'est fini. Mais quand vous avez un enfant, les choses changent. Ok? Dans ces cas-là aussi, il y a des cas avec enfants. Alors, quand les choses sont avec enfants, il y a une situation qui devient difficile. Attention, il y a des cas de femmes femmes humaines qui ont un mari génie, mais qui ont un enfant qui est lui aussi invisible. Oui, c'est possible. Dans ces cas, cet enfant-là vit chez son père, mais cet enfant-là, c'est un enfant qui peut rentrer la réalité, apparaître. Par contre, dans les cas contraires, quand la maman est génie, l'enfant n'apparaît pas, il est invisible. Mais quand la maman est humaine, l'enfant peut, quand l'enfant vit chez son père, il n'est pas né normalement, l'enfant peut apparaître. On peut porter une grossesse pendant 9 mois sans s'en rendre compte. Parce que c'est l'autre partie. On a les symptômes de la grossesse, on a les dos qui fait mal, on a comme si on veut vomir, mais on n'est pas grosse.
Parce que c'est l'autre partie de soi qui est grosse et va porter à terme et donner l'enfant. L'enfant vit dans ce monde-là. Mais comme il a une mère humaine, cet enfant-là peut apparaître d'un moment à un autre et disparaître d'un moment à un autre. Alors, ça, ce sont les cas. Alors, pour ce qui est dans la généalogie génétique, dans le général, il faut apprendre à avoir un comportement décent. Et les cultures anciennes ont été très précis là-dessus. C'est quelque chose qui me revient souvent. Ces êtres sont attirés par la nudité. T'entends quoi par comportement décent? La nudité, ça c'est quelque chose Mais qui... justement, la nudité, ça veut dire en gros, faut juste pas se mettre tout nu. Comment? Faut juste pas se mettre tout nu, ou bien c'est quoi la nudité au final? Il faut pas se mettre... Non, c'est pas qu'il ne faut pas se mettre nu, ça serait un peu trop exagéré. Et je connais, il y a des cultures où des gens qui se lavent... il y a certains de mes étudiants ont posé la question là-dessus il y a quelques années, quelques mois, des gens qui sont toujours vêtus, et même quand ils prennent les bains, ils sont toujours vêtus. Il y a ces cas qui existent. Et moi, je pense que quand on respecte la maths, et quand on s'enveloppe de l'énergie du créateur avant de se... C'est comme un rituel. J'essaie de trouver les mots les plus faciles pour l'exprimer, mais je n'y arrive pas très bien. C'est-à-dire, dans la tradition kémétique, par exemple, avant de nous dénider, on prononce le nom Anouk Aoussar. C'est-à-dire, je m'identifie au créateur. En ce moment-là, cette conscience-là, cette prise de conscience-là nous protège de ces interactions-là, fait que ces êtres ne puissent pas prendre avantage de nous. Du coup, là, ce serait quand même un des premiers conseils que tu peux donner aux personnes, c'est de prononcer ça pour dire de se protéger à chaque fois qu'on se déshabille. Oui, justement, Anouk Aoussar, c'est dans la langue kémétique. Anouk Aoussar signifie je suis Aoussar. Aoussar est les principes de l'existence, le créateur, la source, l'énergie qui se manifeste sur le plan humain. Et disons donc, en disant Anouk Aoussar, on est enveloppé de cette énergie, on a une protection qui nous évite de tomber, d'attirer les djinns autour de nous et d'une certaine manière aussi de respecter un peu, de leur donner un paramètre de respect dans le temps où quand nous sommes enveloppés de l'énergie du créateur, nous sommes invisibles, notre unité est invisible là et donc nous les attrayons pas vers nous. J'espère que nous avons fini avec les questions. Ok. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a la partie qui est d'un point, on a pour ne pas les attirer vers nous, mais de l'autre point aussi, il y a ce qu'il faut faire, par exemple, pour d'une manière ou d'une autre, commencer la procédure à faire un détachement par rapport à celui qui est dans la situation. Donc, c'est comme, par exemple, s'il y avait une personne qui avait des rêves pareils qui lui plaisaient ou qui ne se rendait pas compte, et c'est de savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire avant de dormir. Comme si on peut dire à nous comme ça, avant de se déshabiller ou avant de s'habiller Non, avant de se déshabiller, à nous quand ça fonctionne. Mais dans la mesure où on a déjà un rapport, c'est-à-dire il y a un mariage, c'est pas avec Anouk Aoussar que tu vas arrêter ça. Et quand il y a un mariage, nous devons comprendre la situation. Elle peut être complexe. C'est-à-dire, elle peut être complexe. Et nous devons examiner la situation, savoir exactement à quel niveau du rapport. Il y a des gens qui ont des petits-enfants. Il y a des enfants et des petits-enfants. Et c'est-à-dire, nous devons être en mesure de nous rendre compte de la complexité de la situation pour savoir comment agir. Mais d'une manière ou d'une autre, elle gâche la vie de l'homme, surtout quand on n'a pas fait cela consciemment. Les djinns, pour empêcher pour arrêter toute interaction avec un autre homme, généralement, il développe les fibromes, des choses à l'intérieur, des polypes à l'intérieur de la femme, où ils obstruent les trompes pour rendre la femme inappétissable aux autres hommes, pour la conserver pour elle. Donc il y a toute cette thématique-là qui doit être bien analysée, bien étudiée pour savoir exactement comment il faut procéder avec. C'est une situation complexe. C'est une situation complexe, c'est lui des relations sociales de nature amoureuse avec le monde des êtres inorganiques.
Je vous remercie pour votre participation et j'espère que cette émission s'inscrit, comme je l'ai dit, dans les cadres, ce que j'appelle exploration confine des connus et du commun vers un monde réel, mais un monde qui est caché. Il s'agit ici pas des mondes des fantasies, il s'agit des mondes réels pour lesquels nous sommes restés victimes parce que les connaissances nous ont été ôtées et donc nous sommes finis victimes de ces mondes. Et bien des fois, on a des enfants, on est né, c'est-à-dire, on réalise que même son père ne peut pas être son père. Cela ne se limite pas à un simple examen génétique pour déclarer une parenté. La parenté peut être extra-fréquentielle. Il y a une parenté extra-fréquentielle, c'est-à-dire les parents est une personne qui est un être provenant d'une autre fréquence. Nous vous remercions pour avoir été avec nous en ce moment, pour ces partages, et nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines émissions, dans le cadre de la LAFIA, où nous allons traiter des hébergements des esprits. Ces esprits ici, ils sont appelés de différentes manières dans différentes cultures. Pour certains, on appelle des djinns. Ils sont aussi appelés les dieux. Ils sont appelés les Elohim. Ils sont appelés les Chitauri. Ils sont plusieurs expressions dans le nom. Nous les reconnaissons par leur caractère. Ils sont aux côtés de nous. Ils sont présents dans notre nous. Et nous ne sommes pas seuls. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher.